Donc là, c'était une petite mise en transe. Après, on raconte des contes métaphoriques, en fait, qui se rapprochent. En thérapie, c'est pour traiter un problème. Donc voilà, on utilise des contes sans parler vraiment d'un problème, on se rapproche du problème de la personne. Et puis après, on induit des actions, des visualisations, des suggestions. Voilà. Est-ce que, mais est-ce que tu, je vais réussir. Oui. Le conte métaphorique, tu peux pas raconter le même à tout le monde, donc il faut que tu connaisses la personne avant pour adapter le conte, c'est ça? Alors en général, je prends des informations par téléphone et je me connecte à la personne, à ce qu'elle me dit, à ce qu'elle souhaite vivre dans sa vie, ce qu'elle souhaite changer, ce qu'elle souhaite pour elle, voilà. Et après, je replace dans le conte, ça peut être des mots qu'elle a utilisés, des informations qu'elle m'a données, j'essaye de les replacer. Si je sais par exemple qu'elle a voyagé en Égypte, je vais lui proposer quelque chose en rapport avec l'Égypte. Ou voilà, j'intègre ce que je sais de la personne dans la séance et puis après c'est l'intuition qui fait le reste en fait. Je me connecte à la personne et puis j'ai des informations qui arrivent et puis qui me permettent de parler à la personne. Donc toi t'en as jamais fait, enfin maintenant un peu? Si, l'hypnose ericksonienne, si dans mon cursus de formation. L'hypnose comment? Ericksonienne. Ouais. C'est en fait c'est la base, l'hypnose ericksonienne. L'hypnose que j'utilise, donc c'est l'hypnose de Camille Griselin. J'ai été formée par Camille Griselin et donc au départ, tu l'as rencontrée? Oui, j'ai été formée par Camille, donc elle est à Cholet. Ok. Et donc elle a été formée aussi à l'hypnose ericksonienne et après elle a adapté sa propre méthode, donc plus avec des contes métaphoriques en fait, des métaphores. Voilà, mais c'est de l'hypnose ericksonienne, un petit peu adaptée, un petit peu plus adaptée peut-être à la personne, au vécu de la personne. Voilà. Et toi, Carole, tu as déjà fait de l'hypnose. T'as rencontré Yael à une séance d'hypnose? Oui. Chut. Ah, c'est secret? Ouais. Ah mince. Oups. C'est très efficace. Ouais. Ouais. Très efficace. En fait, les thèmes peuvent être très variés. On peut aborder beaucoup de choses et puis changer les choses, quoi, transformer du négatif en positif, reprogrammer en fait des choses qui ont été programmées dans l'inconscient et qui peuvent perturber la vie. Mais moi ma question est comment tu fais face à des esprits très très cartésiens, parce qu'on a tous l'esprit plus ou moins cartésien, mais comment est-ce que parfois il y a des gens très cartésiens qui viennent te voir, ou finalement il y en a très peu de personnes très cartésiennes qui viennent te voir, parce que faire cette démarche c'est quand même je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Oui, bien sûr, il y a des personnes très cartésiennes qui viennent. Des fois quand ils viennent c'est qu'ils sont à bout et qu'ils ont utilisé déjà plusieurs techniques par exemple pour arrêter de fumer. Donc oui, le principe de l'hypnose c'est aussi d'occuper le mental en fait, donc on peut donner plus d'informations. Donc les cartésiens ils vont chercher, ils vont pas lâcher prise tout de suite, ils vont chercher les messages cachés, le mental va être très occupé, mais finalement que le mental soit occupé c'est bien parce que du coup on a accès, en fait on perd le mental et puis on se rapproche de l'inconscient et l'inconscient est très réceptif aux messages en fait. Donc c'est pas un problème que les gens soient cartésiens en fait, parce qu'avec la transe on les perd et puis souvent j'utilise deux voix, j'utilise une deuxième voix aussi, donc la personne cherche à capter des mots, des phrases et finalement d'un seul coup en fait les gens lâchent parce qu'avec les deux phrases et puis avec la Sansoula, le mental au bout d'un moment il lâche. Voilà. Puis j'ai envie de rebondir là-dessus, à partir du moment où il y a une alliance qui se crée entre j'allais dire le thérapeute et puis le client, cartésien ou pas, le lien se fait. Il y a forcément un lâcher prise. La question de la confiance, le lâcher prise, il se fait ne serait-ce qu'au premier rendez-vous. Moi, j'étais moi-même assez sceptique par rapport à l'hypnose. Puis il y a eu un lien de confiance qui s'est vraiment établi avec Yael. Puis après, voilà, cette confiance, elle permet de lâcher prise progressivement. Donc c'est intéressant. C'est vraiment un travail de lâcher prise finalement. C'est essayer de s'affranchir de nos croyances, de nos tas de conditionnements qui nous font dire que non, de toute façon, ça marchera pas. La confiance au départ, elle est importante. Même en sophro, moi je le vois. Voilà, apprendre à faire confiance. Apprendre. Après, c'est des relations, quoi. Le premier contact qui est important. Et est-ce que parce que dans ces contes, il y a des messages cachés qu'on
peut interpréter à notre qu'on peut interpréter personnellement, mais est-ce qu'il y en a qui sont cachés, qu'on n'interprète pas, mais que notre inconscient interprète? Ah oui, tout à fait. C'est ça oui. C'est ça le travail le plus fort. Oui. Bah oui, c'est des messages qui s'adressent à l'inconscient sous forme de symboles, sous forme de mots. Par exemple, quand on dit la magie opère, en fait, l'inconscient, il peut entendre l'âme agit. Ouais. Par exemple, c'en est. Ou pour quelqu'un qui veut arrêter de fumer, si on lui parle d'une petite fille dans une poussette qui respire les pots d'échappement des voitures et qu'en fait qui suffoque, son inconscient entend... Suffoque. En fait, ça parle à son inconscient parce qu'il se voit lui-même suffoquer quand il absorbe la fumée de la cigarette. En fait, il s'identifie à la petite fille qui est dans la poussette, même si on ne s'adresse pas directement à lui en lui disant si tu fumes, tu vas suffoquer, mais en lui parlant d'une petite fille qui est attachée dans sa poussette et qui respire à longueur de journée les pots d'échappement parce que sa mère habite en ville et qu'elle la trimballe en ville. En fait, ça parle et l'inconscient, ça crée des prises de conscience dans l'inconscient. Et donc, ça crée des ouvertures et puis des changements positifs dans la vie. Et pour les personnes qui viennent te voir en mode voilà, j'ai envie d'arrêter de fumer, j'ai envie d'arrêter de prendre des kilos et tout, est-ce que ils sont surpris parce que tu leur dévoiles des traumatismes cachés? Je dévoile pas de traumatisme caché. Après, on peut aller, on peut faire parler l'inconscient. Ça s'appelle du signaling. On peut aller rechercher les causes, mais la plupart du temps, il n'y a pas besoin de chercher les causes. En fait, c'est des prises de conscience. Un lâcher prise et puis tout se fait un peu. Après, par la suite, la personne est dégoûtée de la cigarette. Il n'y a pas forcément de manque ou de compensation sur la nourriture. En fait, il y a un détachement. La personne se voit en train de fumer, mais elle est détachée de ça, en fait. Il y a un ami hier qui m'a dit que ça avait super bien marché sur ses amis. Super. Mais est-ce qu'il faut plusieurs séances ou ça dépend des personnes? Ça dépend des personnes. Souvent, avec une séance, il y a déjà une diminution importante. Il y a des personnes qui vont arrêter en sortant de la séance, il y en a d'autres qui vont diminuer progressivement. En fait, on sait que ça va marcher. Après, ça dépend des personnes. Elles vont arrêter, mais ça dépend. C'est entre 1 et 3 séances. Est-ce que tu t'auto-hypnoses? Oui, bien sûr, oui. C'est vrai? Oui. Et puis j'écoute des séances aussi. Et puis j'utilise. Et donc comment tu fais? Tu t'enregistres et tu t'écoutes? Ou tu te parles toute seule? Je me parle intérieurement. Okay. Je me dis que tout est déjà là. En fait, par exemple, c'est aussi prendre conscience que quand on est dans la colère, il y a aussi la paix qui est là. Ces deux états, en fait, ils cohabitent, ils sont en nous. Et donc, je suis en colère, mais je sais que la paix est déjà en moi. C'est des choses comme ça, ou dans la douleur, savoir que la douleur est liée. L'inverse, c'est le plaisir, et que dans la douleur, il y aura le plaisir aussi. Enfin, là, ça paraît un peu, c'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est savoir que déjà tout est en nous et que c'est là que ça cohabite, en fait, que c'est pas opposé non plus, c'est là présent. C'est transformer le négatif en positif aussi, prendre conscience de ces schémas de pensée et puis transformer en positif. Et en sachant que le positif, si je peux me permettre de rebondir, c'est de prendre conscience qu'on a tous en nous un potentiel de dingue, tous autant qu'on est, positiver. C'est aller chercher ce qu'on est capable tous de faire, et on est tous des êtres capables, voilà, par définition. Sauf qu'on n'en a pas tout le temps conscience, parce qu'on est pour la plupart du temps tous les jours sur le mode automatique et que peut-être pas nécessairement se dire oui, je suis quelqu'un de capable. Donc c'est ça, positiver, c'est aller chercher en soi toutes ces ressources pour à un moment donné y aller. Alors aller vers quoi? Un objectif de vie, un objectif professionnel, un projet, etc. C'est pas le monde des bisounours, je vais bien, tout va bien. Ouais. Voilà. C'est important de le rappeler. Pour les phobies aussi, par exemple, c'est très efficace. Est-ce que tu as eu une phobie Est-ce que tu as une phobie incroyable à nous raconter?
Il y avait une personne qui, dans mes cours de yoga, qui pouvait pas mettre la tête dans l'eau. En fait, elle avait pris beaucoup de cours de natation toute sa vie, et puis elle a jamais pu mettre la tête dans l'eau. Parce qu'elle avait été entraînée par Thomas Samu. Et arrivée à la retraite, elle est. C'est pour te donner du boulot. Vous avez cherché les clients. Donc elle est arrivée dans mes cours de yoga, puis à un moment elle a dit que voilà, elle était embêtée par ça, elle adorait nager, mais elle pouvait pas mettre la tête dans l'eau, donc je lui ai parlé de l'hypnose et on a fait une séance ensemble. Et donc après, 3 semaines après, elle est retournée à la piscine et apparemment elle a mis la tête dans l'eau, elle a nagé comme un poisson et depuis, ça s'est envolé en fait, sa phobie est partie. Et donc ça fait plus d'1 an de ça fait 1 an et demi maintenant et elle nage sous l'eau, elle met la tête dans l'eau, voilà. Et donc elle a pas su l'origine? Non, on n'a pas cherché l'origine, mais une séance a suffi. Elle a mis simplement la tête dans l'eau, apparemment sans appréhension, ça s'est fait naturellement. Elle s'était programmée pour ça et puis elle a été elle-même très surprise parce qu'en fait il y avait 3 semaines qui se sont écoulées entre la séance d'hypnose et le cours de natation et donc elle avait peur que voilà, elle était un peu dans le mental et en fait arrivée dans l'eau, tout s'est super bien passé. Elle a été complètement étonnée par ses réactions, elle s'est mise à nager, à mettre la tête sous l'eau, donc tout le monde a été étonné, le maître nageur, les autres élèves, enfin voilà. Incroyable. Elle avait cette phobie depuis qu'elle était petite. On n'a pas cherché la cause parce que vu que ça s'est résolu, voilà, on n'a pas eu besoin d'aller chercher la cause. D'accord, très bien. Avant de faire la pause musicale, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vas faire demain à la journée des ondes positives au CCO? Oui, alors demain je vais faire un yoga nidra, c'est une relaxation très profonde en fait qui était pratiquée par les yogis dans l'Himalaya. Donc eux, c'était pas pour le stress comme nous en Occident, c'était en fait pour développer leur état de conscience. Leur pouvoir aussi, en fait, c'est de garder, être éveillé à la fois tout en rêvant. Parce que dans l'état courant de la vie, par exemple dans la journée, le conscient est éveillé, mais l'inconscient dort en fait. Et puis la nuit, dort à point fermé ? Oui, il est pas forcément présent, il est un peu en veille. Et puis la nuit, c'est l'inverse. L'inconscient rêve, il y a plein de rêves, mais le conscient dort. Donc finalement, c'est comme le l'élève et le maître qui se rencontrent jamais parce que quand l'un est éveillé, l'autre dort, et c'est l'inverse. Et donc il n'y a pas de rencontre possible. Et en fait, dans le yoga nidra, on oscille entre ces 2 états de conscience, de sommeil, et donc il y a des échanges possibles entre le conscient et l'inconscient. En fait, c'est un peu à l'origine de c'est la source des techniques de relaxation occidentale moderne, et c'est aussi l'hypnose est tirée du yoga nidra comme la sophrologie. Caicedo, il était marié avec une prof de yoga, il est allé en Inde et tout ça c'est un peu la avec source. la sophro d'ailleurs. En sophro, on travaille ce que nous appelons le niveau sophroliminal entre veille et sommeil. C'est cet état que tu es en train d'évoquer. C'est-à-dire cet état, tu vois Juliette, le soir quand tu commences tu te couches, tu sens des sensations, tu sens les sensations d'endormissement, mais tu restes malgré tout consciente. C'est-à-dire que quelqu'un frappe à ta porte, tu l'entends en fait frapper, tu vois. Donc, j'ai les sensations d'endormissement, mais je reste malgré tout consciente. Et on travaille en fait entre veille et sommeil au niveau de la sophrologie. La sophro, c'est inspiré du yoga. Du yoga nidra, oui. Du yoga nidra. Voilà. Le père fondateur de la sophrologie s'est inspiré du yoga, du yoga nidra. Donc et l'hypnose aussi d'ailleurs. Nidra, ça veut dire sommeil. En fait, c'est le yoga du sommeil éveillé. Éveil de la conscience, du souffle, du corps, de la pensée, des paroles. Waouh. Bien.